C'est un insecte que tout le monde déteste. Les tiques sont parmi nous. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. On n'est pas les seuls à aimer le beau temps et la période estivale. Les tiques aussi, notamment celles à pattes noires. Ce sont les tiques qui sont susceptibles de transmettre la maladie de Lyme. Dans une nouvelle carte des régions, l'INSPQ élargit le nombre de municipalités considérées plus à risque et plusieurs sont situées en Chaudière-Appalaches. Voici le reportage de Caroline Dumont. Si vous trouvez une tique accrochée à votre peau, voici comment la retirer correctement. Depuis plusieurs années, on effectue la surveillance des tiques pour connaître l'évolution de la situation au Québec. Et elle évolue d'ailleurs, si bien que plusieurs municipalités s'ajoutent à la liste des zones à risque de maladie de Lyme, publiée hier par l'Institut national de santé publique. On note par exemple la présence de tiques à pattes noires dans le secteur de Portneuf pour ce qui est de la capitale nationale, mais aussi à plusieurs endroits en Chaudière-Appalaches. On avait déjà 2 municipalités, il s'en est ajouté 51 municipalités. Donc, on a 53 municipalités cette année qui sont considérées là, comme à risque, plus à risque de maladie de Lyme. Par exemple, des MRC des Appalaches, là, de Lotbinière aussi, de Beauce-Sartigan, principalement, là, qui s'ajoutent. Placez la tique dans un sac ou un contenant scellé. Faire partie de la liste permet essentiellement de pouvoir demander un antibiotique à son pharmacien dans le cas où on aurait été piqué par une tique qui serait restée plus de 24 heures. À noter par ailleurs que le pourcentage de tiques qui risquent d'être porteuses de la maladie de Lyme se situe autour de 22 % en moyenne à travers la province. En Chaudière-Appalaches, ça tourne autour de 10 % Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'on doit agir différemment? Qu'est-ce qu'on dit aux résidents de ces secteurs? Oui. Donc, on doit être vigilant. Hein? Je veux dire, dans les municipalités qui sont considérées plus à risque selon certains critères ne sont pas les seules où il peut y avoir des tiques infectées. Alors, il faut être vigilant. Oui, dans ces municipalités-là, mais aussi partout au Québec. L'Estrie, la Montérégie, l'Outaouais restent encore les régions les plus à risque. Mais peu importe la région visitée, ce que nous dit la santé publique, c'est d'agir en prévention, par exemple en portant des vêtements longs ou encore un chasse-moustique en fonction des activités pratiquées. Également, au retour, inspecter la peau ou celle de nos enfants. Commencez par saisir la tique par la tête, le plus près possible de la peau. Il faut inspecter partout sur notre corps parce que la tique, elle se cache dans des endroits, dans les plis du corps. Est-ce qu'elle peut se retrouver aussi sur les vêtements? Oui, elle peut se retrouver sur les vêtements. C'est pour ça qu'il y a des recommandations aussi, de si on a fait une excursion, etc., de laver nos vêtements. La vigilance est d'autant plus importante que la maladie de Lyme est une maladie qui se traite relativement bien avec l'utilisation de l'antibiotique. Ceci dit, s'il vous reste des questions ou des doutes, le site etic.ca peut être une source d'information importante. Maintenant, est-ce que ça veut dire de passer le reste de l'été à l'intérieur? Pas du tout, selon le docteur Vermette. Profitez de l'été, faites des excursions, allez-y, adoptez les mesures pour prévenir. C'est simplement ça. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Maintenant, la députée sortante de Louis Hébert, la caquiste Geneviève Guilbeault, n'achètera plus de publicité dans le journal de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge d'ici à son départ de la politique au début du mois d'octobre. Au contraire, le député de Jean Talon, le péquiste Pascal Paradis, pense continuer à retenir de l'espace payant dans le mensuel de quartier qui est plongé dans la controverse depuis le début de la semaine. Quant aux conseillers municipaux de l'administration marchand, ils ont pour consigne d'attendre que le journal ait régularisé sa situation auprès des autorités avant d'y affecter une partie de leurs enveloppes publicitaires. L'éditeur du journal a déposé hier auprès du registraire des entreprises une demande de révocation de radiation qui plaçait le mensuel en situation d'illégalité depuis le mois de novembre 2025. Gros rapport du vérificateur général de la Ville de Québec. Aujourd'hui, Daniel Rancourt constate que l'organisme Québec International a obtenu environ 3,4 millions de dollars en subventions que la Ville devrait, selon lui, chercher à se faire rembourser. Mais Mathieu, l'administration marchand ne voit pas ça du même œil du tout. En effet. D'abord, Québec International, c'est quoi? C'est un organisme indépendant qui produit des données, des études économiques, organise des missions, organise des événements pour le compte de la Ville de Québec. Et ça fait déjà un petit bout de temps que le vérificateur général l'a à l'œil. En 2022, il avait levé un drapeau rouge. Et d'ailleurs, c'est ce qui a mené au refus de remboursement de salaires non admissibles et de billets de golf. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, dans le rapport de M. Rancourt, on voit qu'il y a des subventions qui ont dépassé des plafonds qui avaient pourtant été fixés à 1 million de dollars. Et plus fondamentalement, depuis 2019, il y a une subvention qui revient à chaque année, presque un demi-million de dollars par an, et qui est versée à Québec Inter pour des services qui, pourtant,
sont déjà prévues, Jean-Simon, dans d'autres ententes. Au total, tu le disais, c'est presque 3,4 millions de dollars que la Ville devrait examiner de plus près et peut-être chercher à se rembourser d'après Daniel Rancourt. Mais non, l'administration Marchand n'est pas d'accord. Elle dit que tout ça est voulu. Est-ce que ça se trouve à être de la double facturation? Oui, on retrouve la même affaire dans les différentes rééditions des différentes ententes. La recommandation actuellement, c'est de faire les analyses et de, s'il y a lieu, récupérer les sommes. Il n'y a pas de double facturation. Les objectifs ont été atteints. Il n'y a rien à réclamer parce que dans les rééditions de compte finales, on a obtenu ce comme on voulait comme total d'activité à réaliser. Je dirais nos affaires n'étaient pas claires. On les a clarifiées. Réaction de Québec International. On nous dit « Toutes les ententes conclues avec la Ville ont été approuvées par les instances municipales, réalisées conformément au mandat et ont fait l'objet de reddition de comptes. Nous collaborerons pleinement afin de clarifier ce qui doit l'être pour assurer une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. » Et Mathieu, le vérificateur général de la Ville de Québec constate que les autobus du RTC sont souvent en retard ou en avance. Oui, effectivement, il y aurait jusqu'à un autobus sur 5 au total, qui serait soit d'avance, soit en retard. Et quand on regarde les parcours réguliers, là, les autobus bleus, ça monte jusqu'à 31 % qui est en avance ou en retard, donc qui ne respectent pas l'horaire. Le RTC nous dit, bien évidemment, il y a un impact des travaux routiers actuellement, mais le président soutient en fait que l'objectif de jamais arriver d'avance et jamais être plus que 5 minutes en retard, bien, c'est irréaliste. C'est pas réaliste sur le plan opérationnel qu'un autobus d'arriver constamment à l'heure, c'est pas réaliste dans un contexte urbain. Ce matin, j'ai pris l'autobus lundi et mercredi. Mon autobus est arrivé 1 minute à l'avance et j'ai pas eu l'impression que j'ai pas eu un bon service. Et là, on réalise qu'un standard de dire que quand ton autobus arrive 1 minute à l'avance, il est pas considéré comme à l'heure, bien, ça nous amène à revoir ce standard-là. Merci, Mathieu. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Maintenant, Pauline Marois continuait aujourd'hui ses démarches pour organiser un sommet politique transpartisan. Elle rencontrait donc aujourd'hui le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, pour en discuter. Félix-Antoine, tu étais sur place à la mêlée de presse qui suivait cette rencontre-là. Est-ce que ça s'est bien passé entre deux personnes qui n'ont pas tout à fait les mêmes allégeances politiques? Bien, après les voir venir nous rencontrer les deux ensemble, qui nous disent le contraire aurait été surprenant, Jean-Simon. Mais à les croire, à les entendre, ça s'est très bien passé. Éric Duhaime, qui a parlé de ses visées pour l'itinérance, il a parlé notamment là, de la consommation de drogue, qui pour lui est le fléau majeur dans ce phénomène de société. Il était accompagné d'ailleurs d'un de ses candidats dans la région de la Mauricie, qui est médecin et qui, lui, voulait parler du besoin de soigner ces gens-là, qu'il avait besoin d'accompagnement, que le milieu de la santé devait être impliqué. Mais essentiellement, il s'est montré très ouvert à l'idée d'un sommet transpartisan sur l'itinérance. Il faut dire que Pauline Marois a rencontré maintenant presque tous les chefs de parti. Elle rencontre Paul Saint-Pierre Plamondon en début de semaine prochaine. Et elle a une rencontre aussi prévue semaine prochaine avec Christine Fréchette. Je lui ai demandé, avec ces rencontres en ce moment, si elle trouvait que c'était assez rapproché, hein, les positions sur ce sommet-là des différents partis qu'elle avait rencontrés. Je vous laisse entendre ce qu'elle avait à me dire. C'est sûr que sur l'objectif, s'il y a un consensus, pour ne pas dire unanimité de ceux et celles que j'ai rencontrés, déjà les premières réactions avaient été assez positives. Et comme M. Duhaime vient de le dire, ça ne veut pas dire qu'on renonce à proposer pendant la campagne des mesures spécifiques sur une ou l'autre question qui sont liées de près ou de loin à l'itinérance, mais une approche plus globale, comme celle de la tenue d'un sommet, actuellement est bien reçue. Et bien entendu, l'occasion était belle pour parler de politique avec Éric Duhaime, qui doit être quand même heureux par les temps qui courent quand on regarde les sondages. Bien, surtout dans la région de Québec, Jean-Simon, on ne se fera pas de cachette. Le sondage Palace, plus tôt cette semaine, qui plaçait pour la première fois le Parti conservateur du Québec premier dans la grande région de Québec. Donc... Il n'y a pas besoin d'encouragement pour nous parler de ces sondages-là. Québec, c'est souvent annonciateur de ce qui se passe ailleurs. Hein. Les premiers phénomènes politiques au Québec, si vous regardez la montée de la CAQ, même au départ, ou même de l'ADQ avant, ou les conservateurs fédéraux, c'est souvent à Québec que ces phénomènes-là partent, surtout quand ils sont à droite. Donc, pour nous, de voir que la région de Québec est en train de se consolider, puis est en train de vraiment envoyer le message qu'elle risque de voter conservateur dans plusieurs circonscriptions, c'est une excellente nouvelle.
Éric Duhem s'est aussi permis de nous dire qu'il commençait à manquer de popcorn chez lui parce que le spectacle PLQ-PQ et la chicane du moment l'intéressait pas mal. Bon, merci beaucoup, Félix-Antoine. Au plaisir. Maintenant, les recherches ont repris mercredi matin sur la rivière Chaudière à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon en Beauce pour tenter de retrouver un homme qui est tombé à l'eau mardi soir. Peu avant 19h30, un citoyen avait appelé les secours pour signaler qu'il venait de voir une personne chavirer sur la rivière. L'embarcation, c'était un kayak. On l'a retrouvé, sauf que la personne qui était à bord n'a pas été retrouvée. Et au moment de vous communiquer cette nouvelle, le corps de l'homme n'a pas été localisé. Il y a un événement troublant qui s'est produit hier au centre commercial Jacques-Cartier de Longueuil. Un homme de 42 ans a perdu la vie après une intervention physique d'un jeune agent de sécurité. Lila Mouche a plus de détails. C'est malheureux, malheureusement. Là. Malheureux, vraiment. D'habitude, j'ai pas de trouble là. Non, c'est ma place. Bien, en tout cas, c'est étrange à tout le moins. Ouais. Choqué d'une certaine manière, oui, mais comme on n'a pas les détails. C'est ici, au IGA Famille Raymond à Longueuil, que l'incident a eu lieu. L'agent de sécurité de 20 ans a été libéré après son interrogatoire par le service de police de Longueuil. Ce qu'on sait pour l'heure, la victime, un quarantenaire, est décédée des suites de ses blessures. Quand même, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est pas quelque chose qu'on traite souvent de notre côté non plus. Encore une fois, l'aide du public peut toujours être pertinente. Toute personne qui aurait de l'information en lien avec cet événement-là peut communiquer avec nous. Est-ce qu'on sait si c'est dû à un choc ou si c'est dû à un problème que la personne pouvait avoir, respiratoire ou quelque chose? La question se pose, en fait, puis c'est exactement ce à quoi on veut en venir. Là. Quelle est la cause du décès, précisément? Nos enquêteurs ont rencontré des témoins. Il y a des éléments qui ont été récupérés sur place hier, là, en soirée, même une partie de la nuit. L'enquête se poursuit. C'est pas parce qu'on a levé la scène sur place que l'enquête est terminée. Là, nos enquêteurs travaillent d'arrache-pied, encore une fois, à ce moment-ci. Les blessures qui auraient été causées par l'altercation entre l'agent de sécurité et la victime auraient été assez importantes pour que l'homme de 42 ans finisse inanimé au sol à l'entrée du IGA derrière moi. Selon une employée d'un commerce voisin, la victime était suspectée d'avoir commis un vol. Pour ce qui est de la nature de l'altercation, on sait qu'aucune arme n'a été utilisée. D'après le SPAL, les deux hommes ne se connaissaient pas et l'agent de sécurité n'a pas d'antécédent judiciaire. Le jeune agent de 20 ans était probablement peu expérimenté dans les services de sécurité privés, selon les experts avec qui nous avons parlé. Ce que je peux dire, c'est que dans la formation, on explique aux gens, mais on ne va pas vraiment en profondeur dans la formation par rapport à comment détecter un cas de détresse ou bien quelqu'un qui est en agressivité. Par contre, on explique ce qu'on appelle le continuum de force. On parle de 70 heures de formation. Et on apprend à gérer une altercation physique dans les 70 heures quand même? Je dirais qu'on est outillé, on est plus informé. Mais je ne dirais pas qu'il y a des formations dédiées pour ça. C'est que les gens ne sont pas formés en communication tactique ni en désescalade. L'Agence provinciale des agences de sécurité affirme par ailleurs que ce type d'incident n'arrive quasiment jamais dans la profession. Que oui, le métier change, mais en soi, ça demeure notre travail de gérer des gens puis d'être capable d'intervenir dans des situations qui sont délicates. Fait que c'est ça notre métier d'agent de sécurité. Et puis il y en a de différents types, là. Le travail de nuit dans un building versus le travail dans un centre d'achat qui est rempli de plein de monde, ça fait toute la différence. L'agent de sécurité a été libéré sous de strictes conditions et les enquêteurs continuent leur travail à savoir si la victime était atteinte d'un quelconque problème ayant aggravé la situation. Pour ce qui est de l'agent de sécurité, il fera face fort probablement à des accusations d'homicide involontaire. À Longueuil, Lila Mouche pour Nouveau Info. Et sur une autre note, le petit kangourou roux récupéré à Boucherville mardi soir se porte bien. Il a été confié temporairement à l'équipe de soins animaliers du zoo de Grande-Bay. Le ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs a confirmé qu'il est alerte, qu'il s'alimente normalement. Le kangourou est hébergé dans un environnement adapté à l'écart des regards après avoir été en cavale depuis vendredi. Les autorités sont en train de déterminer la solution à long terme la plus appropriée pour répondre à ses besoins. Il a été capturé au moyen d'anesthésiants. Donc, il a été endormi, en fait, en termes plus simples. Donc, il faut vraiment bien se préparer à gérer des complications, avoir les bons produits, les bons dosages, parce que c'est pas le même produit qu'on prend pour toutes les espèces. La programmation d'Envol et Macadam a été dévoilée aujourd'hui. Du 10 au 12 septembre, une trentaine d'artistes
vont se succéder à l'Agora du port de Québec et dans plusieurs autres salles. Bad Religion, Teenage Bottle Rocket, Hatebreed, Despised Icon, Les Ghouls et Horloge Simard, entre autres, vont être de la partie. Les passeports et les billets sont déjà en vente sur envolemacadam.com. Et pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez nouveau.info.